7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, je suis en compagnie de Edie Nathan, c'est bien juste? Oui. Au congrès de la Fondation pour la recherche sur le traumatisme, le congrès annuel organisé par Bessel van der Kolk, et j'ai hâte de pouvoir échanger avec vous, Edie. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir. Alors, nous allons parler de ce que vous faites. Vous avez écrit un livre, mais vous donnez aussi des formations, vous avez un podcast, vous faites beaucoup de choses en lien avec le deuil et le deuil sexuel. Donc, on pourrait peut-être commencer par décrire votre champ de travail depuis toutes ces années et définir ce qu'est le deuil sexuel. D'accord. Alors, tout a commencé par le deuil, n'est-ce pas? Et le deuil, souvent, c'est quelque chose dont personne n'a envie de parler parce que ça nous parle de ce à quoi nous aspirons désespérément, ce qui nous manque, ce que nous désirons ardemment. Et ça a commencé parce que j'ai perdu mon conjoint quand j'étais très jeune et je ne savais pas vers qui me tourner. Et ce livre, mon premier livre sur le deuil, a été ma réponse à cette perte et comment avancer dans le deuil. Et le deuil n'est pas quelque chose dont on se remet. Ce qu'on peut faire éventuellement, c'est apprendre à danser avec, à l'incorporer, à l'intégrer. Et ce que j'ai pu observer en travaillant avec le deuil, c'est qu'il y avait tellement de traumatismes chez les gens qui se débattaient le plus dans le deuil, qui éprouvaient le plus de difficultés à le vivre. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi 2 ans après l'événement, 3 ans après, le chagrin ne disparaît pas, mais la façon dont certaines personnes étaient encore profondément en deuil était vraiment encore présente. Donc j'ai commencé à explorer les choses plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à l'œuvre ici? Et c'est là que j'ai pris conscience qu'il y avait une empreinte traumatique. Il y a un traumatisme sexuel, un traumatisme développemental que la personne a vécu ou vit. Et c'est là qu'a commencé la suite du chemin, quand je me suis dit, je pense qu'on pourrait appeler cela le deuil sexuel. Et je suis entrée dans cette énergie de la découverte, c'est-à-dire quelle est cette chose au sujet de laquelle je fais des recherches. Ça n'existe pas, personne ne parle de ce chagrin ou ce deuil sexuel et donc comme dans tout ce que nous faisons, nous n'arrêtons pas de définir et de redéfinir. Le deuil a une définition, mais comment définir exactement ceci? Voilà, donc c'est un travail en cours. Oui, et actuellement, je parle de deuil sexuel pour toute personne qui a été traumatisée sexuellement par un événement de prédation ou une expérience développementale, après laquelle la personne a l'impression de ne pas pouvoir sortir de cette expérience ou de cet événement. Elle n'arrête pas de le revivre et ça peut être un syndrome de stress post-traumatique, mais pas forcément. Voilà, donc c'est ça, ce nouveau mouvement du deuil sexuel. Donc, vous disiez que en travaillant avec le deuil, avec votre propre chagrin, vous avez réalisé que le fait de ne pas réussir à dépasser la perte était lié à des traumatismes antérieurs ou d'enfance ou de la maltraitance sexuelle ou un traumatisme développemental. Oui, exactement. C'est ce que vous avez découvert? Oui, tout à fait. Et l'exploration s'est approfondie quand je me suis demandé, et si peut-être cela n'affectait pas que les gens qui avaient perdu quelqu'un ou qui étaient face à des pertes dans leur vie, parce que, comme nous le savons toutes les deux, n'est-ce pas, le chagrin et le deuil, ça ne se limite pas à la perte d'un être cher. On a appris ça particulièrement pendant le Covid. Ça inclut la perte de tant d'autres choses, la perte de notre identité personnelle ou de notre sens de soi. Et cela a été
maintenant ajouter à la notion de deuil sexuel toutes ces pertes qui ont été vécues parce qu'on a eu le sentiment d'être emprisonné. Et ça aussi, c'est une perte de soi, cette partie précieuse de nous que nous aimons bien sentir que nous connaissons, n'est-ce pas? Et pourtant que nous avons perdu. Nous avons comme perdu une idée au sujet de qui nous sommes et de comment nous sommes dans le monde et qu'est-ce que cela a comme impact. Ça a un impact sur notre capacité à être dans l'intimité, oui, ça c'est l'identité personnelle sexuelle, mais ça a aussi un impact sur notre capacité à être dans le monde, à avoir le sentiment de pouvoir trouver un travail ou apprendre ou retenir des informations importantes ou se faire des amis et avoir une amitié comme pour contrecarrer la solitude, c'est-à-dire combattre un sentiment parfois de dégoût envers soi-même ou de haine de soi. Et il s'agit de trouver des moyens d'aider les gens à se libérer suffisamment pour pouvoir accéder à l'amour. Et l'amour est l'identité personnelle et avoir confiance en cela, pouvoir dire j'aime et j'apprécie qui je suis et je peux être dans le monde et je peux être mon propre guerrier, ma propre guerrière. Et quel est le lien avec le terme sexuel ou la sexualité? Alors, quand on pense à la sexualité, on pense peut-être aux relations sexuelles elles-mêmes, à un partenariat, n'est-ce pas, et aux relations intimes. Et ensuite, il y a ce soi sexuel primordial, ce avec quoi la plupart d'entre nous naissent et qui nous aide à nous identifier dans le monde. Et je dis la plupart d'entre nous parce que c'est clairement quelque chose qui ne correspond pas à tout le monde, mais ce soi sexuel est comme le pilote. Et quand ce pilote manque, alors cela affecte le désir. Cela affecte le désir de réussir ou de comprendre nos pulsions. Et je le redis, les pulsions ne sont pas que sexuelles par nature, n'est-ce pas? Donc, quand je parle de soi sexuel, même si au départ on peut le considérer comme « Ah, parlons de sexualité », oui, et nous parlons également de « Ah, comment est-ce que nous pouvons faire évoluer ce pilote primordial. Et si ce que j'appelle le pilote est moribond ou endeuillé ou se sent emprisonné, alors le pilote a besoin de trouver un moyen d'en sortir. Et ce que j'enseigne, en fait, et nous vivons actuellement dans un monde où je suis très sensible aux mots que je vais utiliser dans un instant, d'accord? Et pourtant, les gens qui ont cette empreinte traumatique dont je parle ont le sentiment d'être pris en otage par leur passé, par le fait de n'avoir pas été désirés en tant qu'enfant, par ce qu'on appelle la précarité menstruelle et par ces événements de prédation. Donc, il y a la chronologie du développement et il y a les événements de prédation et parfois ils se rejoignent alors que d'autres fois ils sont isolés et ils n'œuvrent pas de façon conjointe, n'est-ce pas? Alors, j'aide les gens à apprendre à devenir leurs propres soignants ou guérisseurs. Ce n'est pas moi qui les soigne ou qui les guéris, c'est eux. Je leur donne des stratégies qui sont des stratégies de négociation pour libérer les otages. Et d'ailleurs, ce sont des stratégies concrètement utilisées par le FBI ici pour négocier lorsqu'il y a des personnes qui ont véritablement été prises en otage. Et il s'agit d'être curieux en se demandant qu'est-ce qui m'arrive. Il me faut parler à cette partie de moi qui est piégée. Il me faut parler à la partie de moi qui est bloquée. Et cette curiosité, c'est justement ce qu'on n'a surtout pas envie d'être, non? Donc, c'est justement par là que commence le chemin consistant à devenir son propre guérisseur. Et ensuite, il y a l'empathie et la compassion, l'autocompassion. Quand on n'a pas de pilote, si on n'a pas de pilote, eh bien, la compassion est absente également. Et donc, on travaille alors sur la compassion, on travaille à développer cette empathie et cette compassion, et après, il y a la relation privilégiée. Dans une vraie négociation, en cas de prise d'otage, le développement d'un lien privilégié est le moment où le preneur d'otage peut commencer à changer. Si on n'a pas établi de lien privilégié, un sentiment de « je te comprends, je ne vais pas te juger », en fait, je vais même, on pourrait dire, t'aimer
je vais juste te dire, « Ah mon Dieu, tu as tellement souffert. Et peut-être que je ne comprends pas comment tu es devenu comment tu es, mais je comprends que là, tu souffres. » Et c'est comme ça que ça se développe, de la curiosité à l'empathie et la compassion jusqu'au lien privilégié. Et ensuite, l'objectif suivant, c'est de rétablir l'harmonie entre l'esprit et le corps, parce que on a ce que j'appelle l'effet guillotine, c'est-à-dire il y a la tête qui déambule avec toutes ces histoires, alors que le corps en est complètement déconnecté. Et ce qu'on cherche à faire, c'est de ramener le lien entre le corps et l'esprit. Et cela, on le fait à travers des exercices, de la respiration, mais aussi la prise de conscience que le pilote y participe. Et ensuite, le dernier stade, c'est la grâce. La dernière stratégie est celle de la grâce, c'est-à-dire se parler à soi-même en étant conscient de ces étiquettes de mise en garde. Nous en avons tous. Je ne sais pas si vous avez ce genre d'étiquettes là où vous vivez sur vos matelas, mais sur nos matelas aux États-Unis, on trouve des étiquettes de mise en garde sur lesquelles il est écrit « Ne coupez pas cette étiquette ou vous irez en prison ». C'est un crime fédéral de couper l'étiquette. Donc nous avons tous des étiquettes de mise en garde qui nous accompagnent partout où nous allons. Et quand vous faites connaissance avec vous-même à l'intérieur de cette approche du deuil sexuel ou même à l'intérieur de votre deuil, vous pouvez commencer à identifier quelles sont vos étiquettes à vous qui vont changer en fonction des situations, en fonction de si vous êtes plutôt extraverti ou introverti. Mais quand vous commencez à avoir cette conversation, c'est votre protection. Et donc, ce travail nous aide à trouver nos protections. Et les formations que vous proposez, est-ce qu'elles s'adressent aux non-spécialistes, au grand public ou aux thérapeutes ou elles s'adressent à la fois aux cliniciens et aux non-spécialistes? Et ces formations parfois incluent les deux ensemble et parfois ils sont séparés parce que la terminologie que je peux utiliser avec les professionnels sera très différente de la terminologie que j'utiliserai avec les non-spécialistes. Ces personnes-là, je ne veux pas les embrouiller avec des termes compliqués, ce ne serait pas juste pour eux car leur esprit est déjà chaotique. Et moi, je veux vaincre ce chaos en présentant les choses de façon aussi simple que possible, étant donné que c'est déjà tellement compliqué et complexe en eux. Et ensuite, pour les non-spécialistes, d'une certaine façon, certaines terminologies les aident à disparaître ou à être invisibles. Donc, je peux utiliser certains termes, mais je vais les aider à trouver de nouveaux mots pour des termes derrière lesquels ils se sont peut-être cachés jusqu'ici. Donc, par exemple, plutôt que de dire « je suis guérisseur, guérisseuse, je suis thérapeute et je vais vous guérir, vous soigner », j'utiliserai plutôt des mots comme « je veux participer en vous regardant devenir votre propre soignant, votre propre guérisseur ». Et ça s'adresse autant aux non-spécialistes qu'aux cliniciens et ça permet à l'un comme à l'autre de récupérer son pouvoir. Déjà, le clinicien se sent moins chargé d'une responsabilité. Je peux travailler avec vous, je peux vous donner ceci et pourtant la guérison vous appartient. Et je ne veux pas que vous fusionniez avec moi quand vous êtes patient. Je veux que vous voliez. Et pour le non-spécialiste, je lui dirais, vous pouvez voler et vous pouvez vous extriquer de ce preneur d'otages appelé deuil sexuel. Vous avez donc écrit un livre à ce sujet, le voici, et nous allons le traduire en français. Alors, de quoi parle-t-il? Qu'est-ce que les gens trouveront dans votre livre? Quelle est l'histoire de votre livre? J'avais cru que c'était l'œuvre de ma vie, mais maintenant le deuxième livre sera l'œuvre de ma vie. Et j'avais juré en l'écrivant que jamais je n'écrirai un autre livre. Et je suppose que c'est ce que les écrivains disent souvent. Je dirais que l'histoire est la suivante. Quand j'ai perdu mon conjoint à l'âge de 27 ans, je ne savais pas vers qui me tourner. Les gens me disaient des choses qui étaient dures à entendre, comme « tu es jeune et tu trouveras un autre conjoint et tout ira bien ». Et je vais être franche avec vous, Florence, c'était la pire chose qu'on pouvait me dire. Parce que je n'avais pas envie de trouver quelqu'un d'autre. Cet homme était l'amour de ma vie.
Et je me suis rendu compte que, d'accord, je vais changer de vie. J'étais alors sur le point de travailler pour les grandes entreprises en Amérique, donner des formations sur les drogues et les abus. Et je me suis dit, il me faut plutôt aller comprendre et étudier le deuil, le chagrin. Et dans tous ces livres sur le chagrin, Elisabeth Kubler-Ross est merveilleuse. Elle a mis le sujet du deuil sur la table en écrivant son livre sur les 5 étapes du deuil. Mais elle a écrit ce livre pour les personnes qui étaient en train de mourir, pas pour les gens qui vivaient avec le deuil. Et il y a eu depuis un malentendu où les gens croient « Ah, il me suffit de traverser ces 5 étapes et ce sera terminé. Et le deuil sera fini. » Alors que je me suis rendu compte que le deuil n'est jamais fini. La façon dont on vit avec change et fluctue. Mais moi, j'ai pas envie d'oublier mon amour. J'ai envie de danser avec lui et de danser avec la perte, avec cette blessure, la perte liée à cette rupture, parce que ça a été une rupture. Donc, ce que je fais dans ce livre, c'est que je présente de façon très souple 11 phases du deuil, parce que le deuil n'est pas quelque chose de linéaire et nous faisons des va-et-vient et il n'y a pas d'ordre. Le deuil est aussi unique à chacun que notre empreinte digitale. Voilà ce que je dis habituellement. Et je pense que ça, c'est peut-être un des aspects les plus importants de ce livre. Et je pense aussi qu'il est inutile d'accabler les gens avec une conversation sur le deuil. Donc, il y a dans ce livre beaucoup d'histoires et de métaphores. Et à nouveau, tout cela n'est pas présenté de façon lourde et psychologique, mais plutôt, voici des étapes faciles que vous pouvez suivre. Et moi, je suis ici comme guide et comme témoin, et vous pouvez le faire. Vous en êtes capable. Donc, mon espoir, c'est que ce livre agisse comme un contenant pour soutenir toute personne qui avance avec son chagrin et son deuil et le traverse comme dans une danse. Vous disiez, et nous allons, je pense, conclure là-dessus, que on ne sort jamais du deuil et que vous refusez vous ne voulez pas oublier votre amour, mais cela ne vous empêche pas pour autant d'aimer à nouveau et de construire des relations fortes et de trouver un nouveau partenaire. Et ça, c'est peut-être un message d'espoir. Tout à fait, absolument. Et je dirais également que ce livre parle justement d'espoir. C'est pour ça que j'ai dit « dansons ». Les gens me demandent « Pourquoi as-tu choisi ce mot « danser » ?» Eh bien, parce que c'est une danse, parce qu'on forme un partenariat avec le deuil et on apprend à être son propre partenaire et à former des partenariats avec les autres. Et cette perte m'a appris des choses sur l'amour autant que sur la perte et le chagrin. Et donc, j'emmène l'amour de ce partenariat-là, je l'emmène avec moi dans mes prochains partenariats. Et la capacité à être dans l'intimité à nouveau est le résultat de ce que j'ai appris dans ce tout premier amour. Merci. Est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose ou dire quelque chose à notre public francophone, que ce soit en Europe, au Canada ou en Afrique? Alors, est-ce que les gens connaissent le film Le Magicien d'Oz? Oui, d'accord. Donc, dans Le Magicien d'Oz, Dorothée reçoit cette paire de souliers rouges et elle traverse toute l'histoire sans jamais connaître le pouvoir de ses chaussures. Et chacun et chacune d'entre nous a ses chaussures rouges. Donc, j'aimerais laisser à vos auditeurs l'idée qu'ils possèdent leurs chaussures rouges. Et je sais que même s'ils n'en connaissent pas forcément le pouvoir, ils vont le trouver. Merci, merci. Merci beaucoup, merci beaucoup.